Dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez qui vous êtes. Économiste de formation et experte en intelligence stratégique, Tricia Nyota Vandenberg possède plusieurs années d'expérience dans des secteurs de la diplomatie multilatérale, les relations publiques, le développement durable et l'intelligence économique. Alors Tricia est Chief Yohali Officer et à travers Yohali, elle va nous présenter sa dimension philosophique. La Yohali Intelligence n'est rien d'autre qu'une méthode qui fusionne l'intelligence économique et les neurosciences motivationnelles. Alors mettre l'humain au cœur de la stratégie, quel que soit le projet, à des problèmes humains, des solutions humaines, c'est ce qu'on va découvrir avec notre invitée du jour, Tricia Nyota Vandenberg. Alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cet échange. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et moi je vous donne rendez-vous à la fin de cet échange. Bon visionnage. Bonjour Tricia. Bonjour ma chère, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, je vais encore mieux parce qu'on peut faire notre interview finalement, donc ça me fait vraiment plaisir. Et toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être là et encore bravo pour cette chaîne et pour ton initiative. Je vois que tu as des contenus souvent qui sont très 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 intéressants et surtout on découvre de nouvelles choses et tu parles en fait du monde sous ton regard à toi, mais ça ta propre identité. Merci, c'est vraiment gentil. Moi, ça me fait plaisir de découvrir toutes ces personnes et c'est un petit peu grâce à vous, pour le coup, si la chaîne est là aussi, avec tout ce que vous faites. Et ça fait plaisir et merci beaucoup de partager ça et de prendre le temps voilà, de partager tout ça avec nous. Alors, Tricia, pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc moi, j'aime bien demander au début, je te laisse te présenter, t'introduire comme tu le sens. Alors, je suis Tricia Vandenberg, je suis experte en intelligence économique et en neurosciences motivationnelles. J'ai un cabinet de conseil qui accompagne les dirigeants dans leur rôle de stratège et de communicateur qui s'appelle 3MBiz. Et je suis maman d'un petit garçon de 9 ans et d'origine de la République démocratique du Congo. Ce magnifique pays. Merci beaucoup pour l'introduction. Tu t'es présenté et c'est vrai que avant de se focaliser sur les points dans lesquels tu t'évolues tout simplement, j'aime en général demander un petit peu comment ça s'est passé durant ton enfance, quel a été le parcours, quelles ont été les circonstances, ce que tu as pu vivre et qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as eu à traverser? Ou en tout cas, quel genre d'enfance tu as eu pour un petit peu planter le décor, pour mettre un petit peu de contexte? Alors moi, je suis née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans une famille très métissée. On a beaucoup, beaucoup de mélanges. Et mon père est congolais et ma mère est une Congolaise, mais métissée blanche d'Afrique, donc qui est aussi née à Kinshasa. Et je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Je suis la seule fille. Et ben, qu'est-ce que je peux dire? Il y a la beauté de grandir en Afrique. Moi, mon père est agriculteur et ma mère est kinésithérapeute. Et c'est vrai que c'est aussi un entrepreneur, mais on a beaucoup grandi au vert, c'est-à-dire qu'on a une plantation avec un jardin botanique. Et j'ai grandi autour des plantes, dans la nature, les pieds nus, la liberté. Voilà, tout ce qui était diversité culturelle, au regard de tout le mélange culturel familial. Et puis, et en plus, j'étais un vrai garçon manqué, donc aux grandes dames de ma mère. C'est un peu ces différents éléments dans lesquels que j'ai côtoyé et j'ai grandi. D'accord. Et du coup, quelles ont été, quelles ont été on va dire, tes motivations, tes inspirations ou aspirations à ce moment-là? Qu'est-ce que
à ce moment-là, en étant au Congo, comme tu dis, avec autour de toi toute cette verdure, en étant garçon manqué, très métissé, donc un mélange culturel, j'imagine, très enrichissant. Qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Ou qu'est-ce que tu voulais devenir? Alors, moi, je voulais devenir plein de choses. Ok. Et on m'a dit, c'est pas possible, il faut faire des choix. Mais je me rappelle, je crois qu'une des premières choses que je voulais faire, c'était être pilote d'avion. Parce que D'accord. j'ai trouvé cette idée géniale d'avoir une machine et de pouvoir être dans le ciel. Je Ouais. trouvais ça magique. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je voulais faire des dessins animés parce que j'adorais dessiner. Je passais ma vie, mon temps à dessiner, à faire des BD, à créer des histoires, etc. Donc, je voulais faire des dessins animés. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Et je voulais être réalisatrice de spectacles de danse. Voilà. D'accord. Parce que toute mon adolescence a été rythmée en activités parallèles au lycée, collège, tout ça. On avait un petit groupe et on faisait des chorégraphies, etc. Et on se produisait dans des événements sportifs, à la fête, dans les fêtes d'école, ce genre de choses. D'accord, super. Donc, Mhm. voilà, en réalité, j'avais toujours plein d'envie, et j'étais toujours curieuse de plein de choses. Donc, à chaque fois, j'avais une nouvelle lubie et un nouveau métier que je voulais faire. Donc, vraiment, je n'avais pas de route tracée. Il y a des gens qui, depuis leur tendre enfance, ont une route tracée et veulent faire quelque chose. Moi, c'était pas du tout mon cas. Je Moi, je vois. voulais faire plein de choses. Non, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis parce que, comme j'aime le dire, t'en as, ils savent dès le début ce qu'ils veulent faire et ils suivent et ils y arrivent. Et t'en as, c'est un petit peu un concours de circonstances, ils se sont retrouvés là, ou ils savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire au début et ça, voilà, ça se peaufinait, ça se définissait petit à petit pour le coup. Le fait de vouloir faire plein de choses. C'est pour ça que je dis que je me reconnais vraiment dans ton discours. Pilote, c'est vraiment passionnant. Franchement, pilote, c'est passionnant. Tu as mentionné un point, on va revenir là-dessus pour le coup. Tu voulais faire des dessins Oui. animés, mais on va revenir là-dessus parce que tu as quand même pu réaliser, on va dire, un petit peu, si j'ai bien compris. Ah, Alors, ce qui se passe, c'est que depuis peut-être 5 ans maintenant, je suis dans mon Yoali. On en parlera tout à l'heure. Et c'est-à-dire que maintenant, si j'efface et je gomme tous les messages ou les croyances qu'on m'a inculquées depuis ma tendre enfance, depuis que j'existe, et que je décide que j'ai envie juste de faire un truc, et mhm. ben maintenant, j'ai décidé que dès que j'ai envie de faire un truc et que je suis vraiment motivée, que j'ai la bonne énergie qui me pousse à le faire, je le fais et je ne m'arrête pas sur des blocages du type est-ce que j'ai les compétences, est-ce que c'est sérieux. En fait, j'abroge tout jugement. Et à partir du moment où j'abroge tout jugement, dès que j'ai une envie de faire quelque chose, je le fais. J'apprécie cet état d'esprit. Vraiment. Vraiment. Ok. Bah écoute, justement, tu as mentionné Yohali. Avant de se focaliser là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé entre voilà, ce que tu voulais faire et voilà, Yohali? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le secteur de la diplomatie multilatérale et de la francophonie économique de manière générale. Donc, mais avant ça, j'ai fait l'université à Nice et j'étais dans la banque et de la finance. D'accord. Donc, j'ai fait d'abord mon premier métier était gestionnaire de patrimoine junior. Et donc, j'étais dans la finance pendant quelques années. Et ensuite, il y a eu la crise des subprimes. Et après cette crise des subprimes, j'étais toujours entre Nice, Genève, Monaco, etc. Et après, j'ai eu la crise des subprimes. Je suis rentrée à Kinshasa parce que tous les juniors en nous dégageaient. Et en fait, c'était un moment au niveau de l'économie, ou en Europe en tout cas, et dans les pays occidentaux, où le taux d'embauche des juniors avait diminué de quasiment 70%, alors qu'on était dans un secteur très dynamique à l'époque. Donc, on cherchait des vieux gestionnaires de patrimoine qui savaient gérer une crise. D'accord. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je rentre à Kinshasa. Et en Afrique, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de places financières. Et comme il n'y a pas de place financière, on ne peut pas faire de la finance de marché.
Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Moi, la banque, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était vraiment de pouvoir être dans la gestion de patrimoine, mais gestion de patrimoine d'un point de vue marché financier et cours, etc. Donc ça, à Kinshasa, on n'en faisait pas tellement. On faisait de la gestion de fortune, bien sûr, mais on externalisait vers les pays du Nord. Donc je suis revenue en France et là, par accident, Euh, je reçois un appel de l'ambassade de la République démocratique du Congo qui me propose justement un emploi, mais parce que au moment de partir à Kinshasa, j'étais passée par l'ambassade et on répertoriait, on va dire, les jeunes qui avaient travaillé ou qui travaillaient en Europe et qui avaient des profils spécifiques. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, je me dis, bon, autant aller à Paris, parce que Paris est une place boursière, est une place financière, donc je vais trouver certainement quelque chose à Paris. Et quand j'arrive à Paris, ben voilà, je rentre dans la diplomatie en tant que conseillère économique et financière. Et de là, bah, je commence une carrière diplomatique. Et comme je ne connaissais rien à la diplomatie, je suis rentrée à l'Académie diplomatique internationale et je me Mhm. suis spécialisée vraiment dans tout ce qui était négociation internationale et multilatérale. Et ainsi, je me retrouve du jour au lendemain également, je fais court, hein. Je me retrouve déléguée aux affaires francophones pour la République démocratique du Congo. Et Oui. donc, je me retrouve à participer de plus en plus à des réunions avec la francophonie en tant que déléguée de la RDC. Et de fil en aiguille, pendant quelques années, je me retrouve débauchée au sein de l'Organisation internationale de la francophonie comme conseillère économique, numérique et développement durable du numéro 2, donc, qui est l'administrateur de l'OIF. Et donc, je passe quelques années à la francophonie. Et ensuite, après, lorsque mon contrat se termine, je quitte l'organisation. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et pendant que j'étais en train de penser à me prendre une petite année sabbatique, à ne rien faire. Et là, j'ai un copain du Cameroun qui m'appelle et qui me dit, écoute, Tricia, toi qui sais parler aux politiques là, j'ai un copain qui a un petit souci avec un ministère, etc. Est-ce que tu veux pas l'aider et tout, etc. Je dis, oh, il n'y a pas de souci, donne-lui mon numéro. Et donc, je lui parle, il me dit, écoute, j'ai tel souci avec ce ministère, on n'arrive pas à mettre en place des choses, et tout dure, tout est long, ils ne sont pas organisés, c'est le désordre. Et là, je dis, bah, écoute, essaye de voir si c'est possible de faire X, Y, Z au Cameroun, et comme ça, tu me rappelles, tu me dis si c'est possible. Et là, il me rappelle, il fait, bon, tu coûtes combien? Viens ici, tu vas régler cette histoire-là pour moi. Ouais. Et donc là, du jour au lendemain, je me retrouve à devoir créer une entreprise parce que en réalité, tu crées une entreprise pour facturer et pour être en règle avec la loi. Oui. Donc, je me retrouve à créer une entreprise, je me retrouve à partir au Cameroun, etc. Et voilà, c'est comme ça. On va dire que c'est la demande qui a créé l'offre. Oui. Et ensuite, juste après, on s'est retrouvés confinés. Et Et- c'est là que, lorsqu'on s'est retrouvés confinés, je me suis posée, je me suis dit, ben, si je dois faire une entreprise, il vaut mieux que je la pense, que je la réfléchisse un peu. Et j'étais dans ce parcours où peut-être c'était pour cela que j'avais plus envie, je ne savais plus ce que je voulais vraiment faire, Mhm. parce que j'avais rencontré des limites professionnelles dans mon milieu professionnel, qui étaient des limites qui étaient culturelles, qui étaient humaines, qui étaient sur l'implémentation des stratégies, parce qu'en tant que conseiller, on intervient beaucoup au niveau de la stratégie. Oui. Et, euh, et donc, en raison de ces limites culturelles, bah, je me suis dit, ben, tiens, c'est pas des problèmes techniques, ce sont des problèmes humains. Hmm. Et comme ce sont des problèmes humains, il va falloir trouver une solution humaine à ces problèmes-là. Et c'est ainsi qu'est né Yoali. Mais du coup, avant de créer, comme tu dis, cette entreprise, avant de répondre à ce besoin, à cette demande, euh, qu'est-ce que ces expériences-là, avant de créer Yoali, qu'est-ce que ça t'a appris ou quels sont les challenges aussi que tu pu rencontrer là-dedans? Qu'est-ce que ça m'a appris? Mais plein de Mm. choses. Je crois que
C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui quelqu'un peut-être d'hyper multidimensionnel, je crois. C'est-à-dire que, et aussi, je suis en apprentissage constant. Je fais à peu près une formation tous les 5 ans. Mm. Et ce qui fait que quand j'arrive dans la diplomatie, moi, je viens avec un background très financier, très économique. Moi, je Mhm. suis économiste financière, j'ai un master en stratégie internationale et finance internationale. Donc, moi, j'arrive, je ne connais rien à la diplomatie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir des acquis. Je suis rentrée à l'Académie diplomatique pour me passer ce qu'on appelle un diplôme supérieur des études diplomatiques. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, au fur et à mesure des challenges que je rencontrais, je me formais. Je suis rentrée à Mhm. l'école de guerre économique pour pouvoir apprendre l'intelligence économique. Parce que ça, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et puis, je sais pas, j'avais l'affinité mentale, comme disaient mes profs, avec cette matière-là, parce que comme j'ai un côté multipotentiel où je vois les choses toujours sur plusieurs grilles de lecture, et je me suis formée à ça. Ensuite, par exemple, oui, un véritable apprentissage maintenant que j'y pense, c'est que j'ai fait de la gestion de patrimoine parce que je pensais que j'étais pas bien pour gérer les gens. D'accord. Et la diplomatie m'a appris que j'étais très bien pour gérer les gens. Et ça a permis Ça a euh, débloqué cette croyance-là. oui. Et en plus, lorsqu'on est dans les négociations internationales et qu'on négocie des stratégies avec des intérêts qui sont complètement différents, parce que la francophonie, c'est 556 États et gouvernements, avec des pays du Nord, des pays asiatiques, des pays musulmans, des pays du Sud, des pays américains. Et donc, on se retrouve avec des négociations où chacun a sa grille de lecture et chacun a ses intérêts. Et Mm. de réussir à fédérer sur des négociations, ce n'est pas évident. J'ai moi-même présidé plusieurs commissions, comme la commission politique ou des groupes de travail sur les stratégies, etc. Mm. Et c'était des négociations qui vont rester jusqu'à 22 heures, hein. Donc, effectivement, ça m'a appris beaucoup de choses au niveau de ma personne. Ça m'a fait grandir, ça m'a apporté énormément de confiance aussi. Et dans les challenges, effectivement, c'était ça. Je crois que s'il y a eu un gros, gros apprentissage sur moi-même pendant toute cette carrière, c'était de découvrir cette facette-là. Oh, Que je n'étais pas seulement bonne ouais. techniquement, mais je savais aussi gérer les gens. Bah, comme tu dis, tu sais que tu étais bien techniquement, c'est quelque chose que tu aimais bien, et tu te sous-estimais un petit peu sur le côté humain. Et du coup, ces expériences-là Exactement. t'ont permis d'avoir un peu plus confiance en toi là-dessus, de te montrer, de te prouver que tu étais capable de le faire et que même t'exceller là-dedans. Et j'ai bien aimé aussi le point formation, parce que tu as mentionné que tu te formes tout le temps, dépendamment du besoin. Tout le temps, tout le temps. Mon dernier diplôme, c'est il y a 2 ans. Ouais. Tout le Ouais. temps. En fait, dès que j'ai quelque chose, j'ai un tempérament obsessionnel. Justement, quand j'aime quelque chose, Hmm. je m'investis. Et lorsque je m'investis, je vais aller vraiment jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Je vais vraiment chercher à tirer l'essence de ce que je suis en train d'apprendre. Ce qui fait que de lire des livres seulement ou de rester, j'ai besoin aussi de parler, d'échanger sur les questions. Donc, c'est comme ça que, effectivement, je me forme tout le temps. Tout le temps. J'adore, j'adore. D'accord. Bah, du coup, on va se concentrer sur cet aspect là où tu t'entreprends et tu te focalises beaucoup sur l'humain, donc notamment à travers Yoali. Alors, j'ai vu que sur LinkedIn, tu marques, alors c'est Oh, CYO, donc c'est Chief Yohali Officer. C'est la première fois que je vois que yes. pas le CEO pour le coup. Euh, Déjà, que veut dire Yohali, le mot? Alors, Yoali, ça provient du Swahili. En Swahili, ça veut dire joyau, précieux, quelque chose de précieux. Il y a une notation de pépite D'accord. dedans. Et on lui attribue plein d'origines en recherchant ce mot, parce que c'est un mot qui me poursuit depuis quelques années. Mhm. Et donc, en faisant des recherches, je découvre qu'on lui attribue des origines africaines, hébraïques, indiennes. On le retrouve même en Amérique latine, dans les tribus aztèques, où Oui. on l'associe au dieu de la nuit. Donc finalement, toujours à quelque chose de lumière, à quelque chose qui éclaire, à quelque chose de précieux.
Et il s'agit également de trouver justement donc sa propre lumière et de rayonner dans la nuit. Ça, c'est Yoali. Le mot Yoali tout seul contient, on va dire, à peu près toute cette essence en termes de mots. Et donc, Yoali, c'est une philosophie qui s'ancre dans les traditions africaines. Yoali, en fait, c'est ma dimension philosophique, si on veut. C'est la pensée humaniste qui dit trouve le joyau en toi. Pourquoi? Pour donner un meilleur éclat au monde. Et le joyau, il est dans ce que vous êtes à l'intérieur et non de ce que les autres voient ou de ce qui se situe à l'extérieur. Donc, dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez qui vous êtes. Hmm. Je vais répéter, dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes. Et c'est scientifique en plus. On appelle ça la métacognition. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans notre cerveau qui nous modélisent nous-mêmes et qui nous disent qui nous sommes ou ce que nous croyons être. Donc j'ai choisi ce nom parce que, bien sûr, il reflète mes origines africaines et qu'il illustre aussi mon intention de départ, à savoir, et si nous décidions, dès les prémices de tout projet, Mhm. mettre l'humain au cœur de la stratégie et de toutes les stratégies. D'accord. Pour toi, tu es convaincu que mettre l'humain au centre de quelque chose qu'on entreprend est la clé. Oui, D'accord. D'accord. parce que Mhm. si je reprends l'origine de Yoali, comment je peux l'expliquer bien de manière accessible et pas théorique et scientifique. En Afrique, nous croyons que nommer quelqu'un, c'est lui donner une place dans la société. Donc, Mhm. nommer quelqu'un est une action stratégique dans la famille. Parce que nommer quelqu'un va lui donner une place dans la société, une place dans la tribu, une place dans son village. D'accord? Mhm. Et donc, nommer quelqu'un, c'est l'appeler à l'existence. Et exister, c'est être à l'extérieur. Donc, nommer quelqu'un, c'est l'appeler à l'existence. Et lorsque nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les gens s'enferment. Ils s'enferment dans les technologies, ils s'enferment dans des identités, ils s'enferment dans des rôles Mhm. et n'existent plus. Ouais. Et donc, tout ce qui crée de la détresse, qui crée du désordre, ou qui crée parfois même des solutions qui n'aboutissent pas, est pour moi dû à cette à ce profond oubli de notre identité profonde. Je vois. En gros, je sais pas si j'ai bien compris, mais de se focaliser plus sur genre soi-même, comment est-ce qu'on se perçoit, que comment est-ce que les autres nous perçoivent C'est ça. aussi. Oui. En réalité, c'est se regarder, Oui. mais de se regarder sans jugement. Hmm. De se regarder sans jugement. Là, par exemple, moi, je m'appelle Tricia Nyota. Ça, c'est mes prénoms africains. Mhm. Sans prendre ni mon nom de famille, ni mon nom d'épouse, ni quoi que ce soit. Moi, je m'appelle Tricia Nyota. Et Tricia Nyota, ça veut dire source étoilée. Mhm. D'accord? C'est le nom que ma mère et ma grand-mère m'ont donné. Et Oui. lorsque euh, je me présente à quelqu'un, je dis bah, bonjour, je suis Tricia. Et donc, ça devient comme un mantra. Et Hmm. ce mantra te poursuit chaque jour. Et donc, si tu ne sais même pas ce que signifie ton prénom, Oui. mais pourtant, il va influencer sur tes attitudes et tes comportements. Tout à l'heure, tu me disais, tu es lumineuse, machin, etc. On dirait que tu n'es pas fatiguée du tout. Et bien, souvent, j'ai cette réflexion-là. Hmm. Pourquoi? Parce que la source étoilée, ben, elle reflète les étoiles dans sa source. Hmm. Je vois. Donc moi, je ne pense pas que je suis là pour briller, mais pour faire briller les autres dans ma source. Ah, c'est beau ça. Il y a ce côté servir d'une certaine façon aux autres. Exactement. Ok, super intéressant. C'est très profond, mais comme je dis, on va y aller avec des mots simples comme ça. On va tous comprendre le message et un petit peu ce que tu fais. Alors, je retiens aussi, pour le coup, quand on parle de Yoali, on parle d'intelligence stratégique, on parle de 3 M. Alors, non, c'est Oui, ça la différence. C'est oui, que Yoali, c'est la philosophie. d'accord. Et la Yoali intelligence, maintenant, c'est une méthode.
qui D'accord. fusionne l'intelligence économique et les neurosciences motivationnelles. D'accord, du coup, on va en parler plus. Est-ce que tu peux, du coup, développer cette... t'as parlé de la philosophie. Là, on va se concentrer sur la méthode. Euh, qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que ça consiste? Alors, comme je te racontais tout à l'heure, les problématiques que je rencontrais n'étaient pas techniques, mais étaient humaines. D'accord? Oui. Et dans les accompagnements que j'ai faits, surtout en tant que consultant, c'est des accompagnements sur tout ce qui était des stratégies. Donc, on était sur de l'intelligence économique pure et dure. Et je rencontrais des problèmes qui étaient des problèmes humains. Je peux te raconter une histoire, ça va être beaucoup plus simple si je l'illustre comme ça. C'est-à-dire que j'ai un entrepreneur qui embauche des consultants. On était une petite 5 ou 6 consultants. Et Mhm. moi, j'étais censée m'occuper de tout ce qui était relations publiques, relations institutionnelles. Et on propose à cet entrepreneur de prendre des assurances. C'était dans l'immobilier, donc c'était un promoteur immobilier, c'était des assurances, assurance dommage ouvrage, des assurances classiques qu'on prend lorsqu'on construit un immeuble de tant d'étages en plein centre-ville et il y a des petits bonhommes qui se baladent autour. Et on lui fait une démonstration prévisionnelle en lui démontrant bien que ça va nous coûter beaucoup moins cher de prendre l'assurance que de ne pas la prendre s'il y a un problème. Mais Mhm. ce monsieur refuse de prendre l'assurance. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Alors, premier problème, c'est que là, c'est plus technique. Parce que là, on a une limite qui est une limite humaine. Puisque rationnellement, avec du bon sens, Mhm. moins cher, tu prends l'assurance. D'accord? Et donc, je me demande pourquoi. Et je me dis, ben, écoute, premièrement, tous les consultants étaient jeunes et n'avaient pas une ancienneté relevante pour ce monsieur. Mhm. On se retrouve avec un premier problème qui est un problème d'autorité et d'ego. Deuxième problème, il se positionne en tant qu'aîné, en tant que patron. Oui. Et nous, les jeunes, les employés, nous devons obéir. Mhm. On a ce que moi j'appelle le problème de rapport de force intergénérationnel qui est lié à la culture du pays. Oui. Ensuite, on a un troisième problème, le fameux on a toujours fait comme ça, Oui. on a toujours fait ainsi. Pourquoi tu veux changer? Ça fait 40 ans que je fais ça. Hein? Mhm. Donc moi, ce problème-là, je l'appelle le problème d'accoutumance professionnelle. Oui. Ici, on est dans sa zone de confort. Ici, on manque d'agilité mentale. Mhm. D'accord? Ce Agilité. sont des problématiques que plein de cabinets de conseil rencontrent partout dans le monde, mais singulièrement aussi sur le continent africain. Donc, mon problème là, qui n'est pas technique, qui se retrouve humain, je me dis, bah, comment je fais pour mettre l'humain dans la stratégie? Comment je fais pour transférer un état d'esprit? Comment comprendre un processus de décision qui est lié à un état d'esprit? Mhm. Donc, c'est comme ça que je fais le retour aux sources, que je réfléchis donc à Yoali. Et comme j'appelle une méthode à l'existence, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler Yoali. Et donc, qu'est-ce que ça nous permet? En recherchant dans notre tradition, quand j'arrive à Yoali, je me dis, ben tiens, donc moi, je fais de l'intelligence économique, mais l'intelligence économique ne me permet pas de traiter des problématiques humaines. Alors là, je vais chercher les neurosciences. Mhm. Souvent, on me demande pourquoi tu n'as pas pris l'économie comportementale ou la psychologie. C'est parce que je ne me situe pas au niveau des comportements des individus. Je ne me situe pas au niveau, on va dire, de leur mécanisme psychologique par rapport à je ne sais pas quelle situation. Je me situe vraiment au niveau de biologique, de la biologie des gens. Parce que s'il y a un truc que nous avons tous en commun, toi, moi, noir, blanc, jaune, rouge, quelles que soient les couleurs, quelle que soit la race, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le continent, c'est notre cerveau. Et notre cerveau réagit de la même manière aux stimuli. Maintenant, avec plus ou moins d'entraînement, on réagit d'une façon ou d'une autre, mais on réagit quasiment de la même manière. Donc, avec cette grille de lecture neurosciences, je réintègre l'humain dans la stratégie. Mhm. Et Oui. donc maintenant, j'ai une grille de lecture qui me permet de prendre en compte une problématique à 360 degrés. Avec l'intelligence économique, elle me permet d'aborder la stratégie dans sa dimension politique, économique, sociétale. Et les neurosciences me permettent d'intégrer l'aspect humain. Mhm.
D'accord. D'accord. Et pour revenir sur notre entrepreneur, ben, la stratégie avait été de régler ce problème humain avec une solution humaine. Vu qu'on avait un problème d'autorité d'ego, on a trouvé quelqu'un qui avait une autorité qui était au même niveau que lui. Hmm. Deuxièmement, vu qu'on avait un problème de rapport de force intergénérationnel, on a trouvé quelqu'un qui avait le même âge que lui, qui était même son aîné. Oui. Troisièmement, problème d'accoutumance professionnelle. Ça a été gommé puisque les deux premières conditions avaient été respectées. Donc, on lui a fait manger avec un danton de notre réseau qui est au même niveau, même plus élevé socialement, etc. Et entre le dîner et le petit verre de bière, etc., il lui dit, ah, tu sais que pour ton projet, là, est-ce que tu as pris des assurances? On a Ouais. notre petit, là, qui a ouvert une boîte d'assurance. Va le voir de ma part, il va te faire des bons prix. Hmm. Ce que nous, 5 consultants de très bon niveau, avons essayé de démontrer avec des tableaux, avec des tableaux prévisionnels des risques, etc., bah, ça ne fonctionne pas Hmm. contre des causes qui sont, pour le coup, humaines. Ouais. Je vois. Vu que cette personne était réticente avec les 3 points que tu mentionnais, tu penses que si vous n'avez pas opté pour la solution que vous avez suivie, ça n'allait pas marcher? À moins que quelqu'un d'autre lui conseille hors du système, non. Oui, Mm. d'accord. Là, là je résume, hein, mais ça a Mm. pris 3 mois, hein. Ah ouais, quand même. J'ai Ouais. résumé, là, ça a pris 3 mois. Back and forth, back and forth, all right. Voilà, c'est même si on était toujours en train de faire quand même un suivi de nos dossiers, etc. En Mm. plus, on est en Afrique, donc les choses ont toujours un peu leur temps. Euh, Mm. donc, ça a pris quand même 3 mois. Mais ça a été débloqué dès qu'on est là. J'ai ces 3 mois de cheminement en me disant, mais pourquoi ça bloque sur ce point? Il veut absolument pas, veut absolument rien lâcher. Ouais. Et en fait, c'est ça. Ça a été débloqué par une solution, une problématique humaine a été débloquée par une solution humaine. Mm. Je vois. Avant de passer à ma prochaine question, est-ce que ce genre de barrière, j'ai envie de dire pour le coup mental, tu retrouves ça souvent, ce genre de cas de figure, Alors, plus dans un c'est ce autre, que, dans un... c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mhm. Par exemple, on prend un programme qui doit être mis en place par une organisation internationale dans un pays. D'accord? Ce programme, on l'a mis en place au Sénégal et il a très, très bien fonctionné. Très, très bien. C'était un programme, je vais essayer de pas trop citer de référence, mais c'était un programme sur le renforcement des capacités des maîtres d'école D'accord. et sur des bibliothèques et des maisons de savoir qui vont être installées dans le pays. Ce Mhm. programme a très, très bien fonctionné au Sénégal. Et une fois que le bébé a grandi, ben, on peut le remettre au pays et le pays va continuer la gestion de ce programme sans aucun problème. Maintenant, lorsqu'on va prendre le même programme et qu'on va vouloir le transférer, copier-coller à un autre pays, le programme démarre pareil, mais lorsqu'il est sous soutien de l'organisation, il fonctionne très bien. Mhm. Lorsque l'organisation se détache et responsabilise maintenant les bénéficiaires, le projet s'effondre. Et pourquoi C'est ce selon qui s'est toi? passé. Mhm. C'est-à-dire que non seulement on ne prend pas en compte des éléments qui sont des éléments culturels, parce que même si c'est des pays africains et qu'on prend le même programme, on le copie, colle partout, bah, ce ne sont pas les mêmes pays. Il n'y a pas les mêmes réalités. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la manière de travailler, l'état d'esprit, la manière dont les personnes définissent la responsabilité n'est pas non plus la même. Donc, pour pouvoir avoir un programme efficace, on peut avoir une sorte de socle commun, mais ensuite, lorsqu'on doit le déployer sur terrain, il Mhm. faut absolument avoir une intelligence terrain. Et souvent, une intelligence humaine, parce qu'à la fin, on va responsabiliser quelqu'un pour prendre en charge le programme et sa suite. Alors, au Sénégal, ce programme s'est merveilleusement développé et dans les autres pays, il a périclité. Je vois. Parce que du coup, maintenant que tu mentionnes
et c'est tout à fait normal, ces spécificités géographiques, euh, ça me pousse à me poser la question, du coup, alors déjà, quels sont les profils de tes clients, on va dire, des sites, quels sont les profils que tu accompagnes, et aussi dans quelle zone géographique, puisque justement, tu as aussi besoin de cette intelligence locale, ou bien est-ce que tu te formes, on va dire, si tu as un profil qui est dans une zone que tu connais pas, est-ce que tu te formes au préalable ou bien est-ce que tu fais appel, on va dire, à, je sais pas, des contacts locaux qui s'y connaissent et qui pourront aussi, on va dire, t'accompagner, te donner, euh, te procurer les informations dont tu as besoin pour mener à bien ton projet, ton accompagnement. Bah, c'est un peu comme les méthodes de travail. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on fait de Mhm. l'intelligence économique, les bases conceptuelles ont été faites en France. D'accord? Donc, maintenant, si je vais en RDC et que je dois accompagner un entrepreneur congolais, je n'ai pas de société privée.com, je n'ai pas de repères et de sites internet où les entreprises, les marchés sont répertoriés avec des études Mhm. stratégiques, tendancielles, etc., qui vont me permettre de pouvoir répondre à ce client. Je suis obligée d'adapter l'intelligence économique au contexte local. Et en fait, même si on essaye de créer une intelligence économique à l'africaine, on aura besoin, et c'est pour moi un doux rêve par ailleurs, il en aura besoin de connaître les spécificités locales. C'est-à-dire que on fera de l'intelligence économique marocaine au Maroc, on fera de l'intelligence Mhm. économique ivoirienne en Côte d'Ivoire, de l'intelligence économique congolaise au Congo. Pourquoi? Parce que les besoins, déjà si on fait des grandes lignes pour des grandes thématiques, bah, les besoins en RDC, ça va être beaucoup recherche d'informations. Au Maroc, ça va être beaucoup déploiement à l'international. D'accord. En Côte d'Ivoire, ça va être beaucoup investissement. Donc, selon les pays, il y a peut-être des grands axes, mais il va quand même falloir mettre en place une intelligence locale. Maintenant, pour revenir sur mes clients, Mhm. euh, moi, j'ai travaillé donc, pendant plusieurs années dans des organisations internationales, ce qui fait que j'ai un rayonnement francophone, Afrique francophone. J'ai un bon réseau dans tous ces pays-là. Et donc, si j'ai un client, par exemple, de Côte d'Ivoire, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais faire venir, j'ai sur place en Côte d'Ivoire des cabinets de conseil qui connaissent bien leur écosystème, qui sont aussi des cabinets d'intelligence économique. Mais surtout, c'est que là, on est sur les grands concepts. Mais Mhm. moi, je vais partir de mon client. Mon client, c'est qui? C'est quoi sa personnalité? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Mhm. Quelle est ta mission de vie? Quelle est l'identité qu'il a lorsqu'il porte ce projet? Quelles sont ses valeurs? Quelles vont être ses croyances ou ses biais? Quelles vont être ses capacités? Est-ce qu'il a des capacités financières, techniques, intellectuelles? Quels Mhm. vont être les comportements qu'il va falloir mettre en place? Et quel est son environnement? Lorsqu'on va partir de l'identité, donc de la personne, on va pouvoir avoir une grille de lecture assez complète pour pouvoir mettre en place une stratégie et pouvoir faire face à des aléas qui peuvent survenir pendant le projet. Parce que si dans le méandre de ces identités, l'identité papa se pointe ou l'identité, je ne sais pas moi, cascadeur se pointe, Mhm. il va falloir pouvoir apporter une réponse à cela. Et donc, le projet peut être complètement chapeauté par rapport à ce changement d'identité. Mhm. Mais une fois qu'on va l'asseoir aussi sur les valeurs, et c'est ça qui est génial d'asseoir des choses sur des valeurs, surtout les valeurs de la personne qui crée le programme, Mhm. parce que ça va ouvrir sur des perspectives et fermer sur des perspectives. Tout de suite, je vais savoir, lui, avec lui, je ne peux pas aller voir tel X, Y, Z, parce que Mhm. c'est pas dans ses valeurs. Ce partenariat ne va pas tenir. Et Mhm. on se demande, tiens, on allait signer le partenariat, mais c'était son plus gros partenaire pays, pourquoi, comment ça a pu ne pas marcher? Ben, c'était ça. On a eu un clash de système de valeurs. Et donc,
sur tous les clients que j'accompagne. Souvent, c'est leur profil, c'est plus des dirigeants politiques, dirigeants Mhm. économiques ou des managers. Ben, c'est un peu ce type de problématique qu'on rencontre et c'est une manière d'aligner sur la personne son programme, soit sa stratégie, tout simplement. C'est ok. Je me rappelle que quand on discutait il y a quelques jours ou quelques semaines, je sais plus c'était quand, et tu avais mentionné où pour toi c'était important d'avoir vraiment l'humain au centre de tout ça. Oui, parce qu'en fait, tout le monde, à chaque fois, quand je parle de remettre l'humain dans la stratégie, on pense que je suis Alice au pays des merveilles qui débarque de sa planète, etc. Mais en fait, c'est très factuel. C'est Hmm, vraiment très factuel. Lorsqu'on part de l'être, on se donne pouvoir, permission et puissance. hmm, L'intelligence économique va vous permettre d'avoir la puissance économique. L'intelligence motivationnelle va vous permettre d'être une machine de guerre. L'intelligence émotionnelle va vous permettre d'être hyper puissant car vous allez être victime de vos émotions. Être entrepreneur, c'est difficile. hmm, Être entrepreneur, c'est challengeant. Être entrepreneur, ça demande de pouvoir s'adapter rapidement, de pouvoir innover dans la complexité, de pouvoir faire face à des problèmes interculturels, surtout quand on fait du business à l'international, de pouvoir s'auto-gérer parce que vous êtes la tête, vous avez des gens dont vous êtes responsable au quotidien. Et tout ça, si vous n'avez pas les bonnes méthodes pour gérer l'ensemble de ces dimensions de votre vie, c'est très, très compliqué. ouais. Et en plus, quand on regarde aujourd'hui à l'ère du numérique, Mhm, j'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a cette technologie, l'intelligence artificielle, tous les systèmes sont automatisés, etc., la révolution industrielle, la révolution technologique, qu'est-ce qui fait que les obstacles à long, moyen terme rencontrés par les dirigeants sont toujours les mêmes? hmm, On a toujours des problèmes au niveau des relations institutionnelles, toujours des problèmes avec les affaires publiques. hmm. Lorsqu'on prend un poste à l'étranger, on a des problèmes de s'adapter au marché, aux personnes, aux collègues, aux employés qui parfois vous font ce qu'on a, moi, j'appelle de la révolution silencieuse. Ils disent rien, mais ils font pas le job. Ouais. Euh, Innover dans la complexité. Toutes les situations de gestion des risques interculturels, toutes ces situations de mal-être aigu, de désengagement des équipes. Je lisais une étude dernièrement qui expliquait en France, je crois qu'on a plus de 45% ou 60% d'arrêt maladie. Ouais. Oui. Donc, comment ça se fait? Hmm, Alors qu'on a tout ça, à un moment donné, il faut se dire, bah, tiens, la problématique, elle est peut-être humaine. hmm, Et si on allait interroger cet endroit-là? Parce que c'est très factuel. C'est pas du tralala, on va mettre flower power. Non, non, non. C'est pour ça que je disais, c'est de la métacognition. C'est scientifique. On peut vraiment démontrer que les comportements d'une personne sont influencés en fonction de son environnement. On peut vraiment démontrer que s'il n'a pas les capacités émotionnelles, les capacités intellectuelles, il ne pourra pas gérer cet environnement. ouais. Et que ses capacités dépendent de ce qu'il croit qu'il est capable d'apprendre ou de ne pas apprendre. Peut-être qu'il pense que je suis nul. Et s'il pense que je suis nul, son comportement va être nul et il va être nul dans son environnement. Hmm, Et en fait, selon l'identité que vous avez, votre comportement va être influencé. Maintenant, selon l'environnement. Si cet environnement, c'est un environnement où tout le monde est stressé, où tout le monde déteste le patron, où tout le monde euh, a un problème avec vous, comment vous voulez vous sentir adapté dans cet environnement? Qu'est-ce que vous devez faire? Oh, il faut que tu t'adaptes, tu te forces. Oh, ouais. il faut que tu démissionnes. Ou qu'est-ce qu'on fait? Et donc, dans toutes ces problématiques-là, on n'y répond pas. Et pourtant, elles existent depuis des années et des années. On va faire, ah oui, alors, désengagement des équipes. OK, mal-être. Oui. On va faire venir un super coach. Mhm. On va dire, allez, on prend tout le monde en week-end, 3 jours à Bali, autour de la plage, on va faire la fête, team building, etc., etc., tout ça.
D'accord, super, tout le monde s'est très très bien amusé. Et tout le monde a hyper bien profité, etc. C'était un super week-end. Il y a peut-être quelques amis, des personnalités qui sont découvertes. C'est génial. Mais quel est l'impact concret sur le travail, sur la productivité de l'équipe, Hmm. sur l'entreprise? Quels sont les impacts? Pour moi, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on crée forcément juste une cohésion. Parce que si on s'intéresse à Jean-Claude, qui lui est parti avec vous à Bali, mais qui est resté dans son coin, qui a participé comme ça de manière générale, mais ça l'a profondément emmerdé. Il aurait préféré être avec sa femme et ses enfants que d'aller passer 3 jours à Bali avec son équipe. Donc, Jean-Claude, qui est en train de divorcer, qui là a des challenges personnels, n'a pas envie d'aller dans son équipe. En plus, il trouve que tout le monde est pourri dans cette boîte. On n'a pas adressé la problématique de Jean-Claude. Non, sur le long terme, enfin, ça reste pareil, quoi. Le problème n'a pas été résolu, effectivement. Exactement. Et peut-être Hmm. que Jean-Claude, lorsqu'il vous fait une... Moi, j'en avais un comme ça dans une des équipes qu'on a accompagnées. C'est-à-dire qu'on était en train de mettre en place une base de données Oui. et on essayait de voir comment on allait... ça nous permettrait de mettre en croisement les différentes données pour pouvoir ressortir des résultats et faire Mhm. ce qui va permettre de démontrer quelque chose. Et on avait pendant ce temps-là un gars qui était là. Non, 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 non. Il marmonnait dans sa barbe une sorte de geek comme ça et qui ne voulait, on comprenait, qui était jamais content et qui était là, qui râlait, qui pestouillait dans sa barbe. Au bout d'un moment, je fais bon, je vais aller déjeuner avec Charles. Je vais Ouais. déjeuner avec Charles et je dis Charles, alors dis-moi, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? À chaque Mhm. fois qu'on est en train de faire quelque chose, tu dis non, 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 non. À chaque fois qu'on essaie de démontrer une combinaison entre le politique, le social, ou qu'on essaye de voir si au niveau des finances c'est possible, etc., tu dis non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu marmonnes tout le temps dans ta barbe, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais parce que ça marche pas. Je dis, comment ça marche pas? Ben, parce que je l'ai déjà fait, ça marche pas. Hmm. Donc, on se retrouve Ouais. avec le génie de la boîte, Mhm. associable, qui ne fait rien d'autre qu'à part bosser et qui avait déjà fait le boulot. Ouais. Et personne ne lui a Ah, demandé. comment ça se fait, oui, On a fait venir un consultant externe, moi, Hmm. pour venir faire ce travail-là, alors qu'ils ont dans leur boîte un type qui avait déjà fait toutes les combinaisons. Donc, depuis 5 ans, il avait déjà fait toutes ces combinaisons-là, qui avait déjà fait tous les calculs, qui avait fait tous les déploiements, qui avait montré toutes les différentes prévisions, tous les prévisionnels sur 5 ans, et personne ne lui a jamais demandé. Ouais. C'est qui son manager? Hmm. Ah, mais du coup, Comment il ne sait pas que dans ouais. son équipe, il a quelqu'un qui a cette super productivité, qui aurait Hmm. fait des économies incroyables à la boîte? C'est vrai. Et ça, c'est un syndrome qui est vraiment fréquent dans plein, 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 plein d'entreprises. Même pas que les entreprises, dans les institutions publiques. Moi, je connais des ministères avec des expertises qui valent Harvard et qui sont ni vues, ni sues, ni connues. Hmm. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce que tu dis. Et je me demande, du coup, quand c'est comme ça, par exemple, dans le cas de figure, l'exemple que tu as donné, c'est de la faute de l'employé ou du manager ou des deux pour le coup. Alors, moi, je n'aime pas donner des fautes. D'accord. Moi, pour moi, c'est que on ne prend pas, on ne regarde pas la réalité de l'entreprise. Mais c'est un biais cognitif, tout simplement. D'accord. D'accord. Euh, Et, et que tout le mhm. monde doit prendre ses responsabilités. Donc, c'est une responsabilité partagée de l'entreprise, du manager et de l'individu. Parce que là, au lieu de marmonner, il aurait pu tout simplement nous dire je l'ai déjà fait. Mais Bien bon, fait. psychologiquement, moi j'avais compris il y avait quand même, il y avait un côté quand même un petit peu d'autisme dans sa personnalité. C'était vraiment un intellectuel, ingénieur, geek, qui est vraiment dans Mhm. l'action. Et donc, il y a du mal à socialiser. Et là, comme je l'ai confronté à un tête-à-tête, sans beaucoup trop de monde, avec Mhm. une énergie peut-être bienveillante, mais en rentrant dedans, il a pu s'exprimer. Je vois. C'est super intéressant. C'est vraiment Et super. peut-être qu'il a essayé de s'exprimer plus tôt.
Oui. Mais comme tout le monde est... Oui, mais John, si c'est pour encore que tu nous sortes les statistiques d'il y a 3 ans, c'est bon, on est au courant. Donc on lui coupe la parole, il n'a pas le temps de parler, et puis il dit, bah, tant pis. Hmm. Ouais, il y a plusieurs raisons à ça, effectivement. Ok, ok, je vois. Intéressant. Est-ce que tu as déjà eu des clients que tu as refusés? Oui, Est-ce que il je faut, pourrais te demander pourquoi? il faut que mon client m'inspire. Il faudrait que tes clients t'inspirent. Oui, il faut que le projet m'inspire. Ça, Le c'est... projet, d'accord. Oui, il faut que le projet m'inspire, il faut que le client m'inspire. Mhm. Euh, hum, Parce que aussi, en fait, quand on fait le métier que je fais, en plus avec cette vision de l'humain, il faut que je puisse valider l'humain inconditionnellement. All right. Ok. Si je ne peux pas valider l'humain inconditionnellement, j'aurais du mal parce que c'est un job où je suis très très proche Mhm. Après, si c'est, par exemple, ça va dépendre du type d'accompagnement. Si on est Alors attends, j'ai un pop-up qui est apparu sur mon écran. Pas de souci. Voilà. Si on est sur tout ce qui va être, parce que nous on a principalement 3 accompagnements, d'accord? Mhm. On fait tout ce qui est relations institutionnelles et affaires publiques. Et là-dedans, on conseille donc pour les relations par rapport au pouvoir public, mais également nous apportons notre expertise dans tout ce qui est diplomatie multilatérale auprès et des conseils auprès des dirigeants qui doivent participer à des événements tels que des événements décideurs, comme on appelle ça dans le jargon, c'est-à-dire que des sommets des chefs d'État, des Mhm. conférences internationales, ce genre de choses. On a aussi des accompagnements de personnalité et des mentorings, ce que j'appelle du mentoring au Yoali Intelligence. Souvent, ça va être tout ce qui va être prise de poste. Il y a quelqu'un qui va prendre un poste directeur au Sénégal, il n'est Mhm. jamais en Afrique, c'est un Européen, il doit apprendre sur la culture, sur voilà, les réalités qu'il va trouver sur place, sur l'attitude, la personnalité, développer sa flexibilité, enrichir sa communication, etc. Et aussi avoir un carnet d'adresses. Je vois. Et ça, c'est vraiment des accompagnements qui vont être personnalisés. Et pour des accompagnements comme ça, où je vais être quasiment 24 heures sur 24 avec quelqu'un, où je vais parfois l'accompagner s'il décide que je l'accompagne sur le terrain, j'ai besoin de valider la personne à 100%. Ça se comprend, ça se comprend. Après, tu disais, nous accompagnons, tu travailles seul ou tu travailles avec Alors, d'autres personnes? moi, aujourd'hui, je ne souhaite pas grossir D'accord. parce que j'ai une valeur en ce moment qui est très haute. Moi, j'ai une valeur très haute qui est aussi la famille. Et quand je dis la famille, je veux dire mon fils. Et donc, je ne souhaite pas grossir plus parce que si je grossis plus, ça veut dire travailler plus, être moins à la maison, ce qui a été beaucoup le cas en fait durant sa plus tendre enfance. Et donc, je souhaite être beaucoup plus présente. Donc, pour l'instant, je ne souhaite pas grossir. À court terme, je ne souhaite pas grossir, d'où beaucoup d'éléments qui interviennent dans mes accompagnements sont externalisés. Par D'accord. exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque j'ai besoin d'avoir des informations, parce que l'intelligence économique, il y a de la veille, il y a tout ce qui va être sécurité informatique, cybersécurité, et il Mhm. va y avoir tout ce qui va être stratégie. Donc tout ce qui est veille et cybersécurité, je l'externalise. Même si je sais le faire, je ne le fais plus. D'accord. Bah, comme tu Mm. dis, pour le coup, ça, la vie, c'est un choix et chacun a ses priorités, pour le coup. Et puis j'ai décidé que je ne veux plus m'emmerder. Oui, t'as dit que... Faire des choses qui me mettent en énergie, je veux faire des projets qui m'inspirent, d'où Ouais. je choisis des clients qui m'inspirent. Écoute, l'essentiel, c'est que tu sois épanoui avec les décisions que tu prends. C'est ça. Euh, Après, bien sûr, tu vois, lorsqu'on fait de l'action de renforcement de compétences, hmm, donc on fait des formations sur la négociation internationale, sur tout ce qui va être gouvernance visionnaire, on a une très bonne formation qui est assez connue qui s'appelle African Intelligence Mindset. mhm. Quand on fait ça, oui, là, oui, on s'en fout. C'est une formation, donc c'est de la transmission de connaissances. Et il vaut mieux Ouais. transmettre cette connaissance pour qu'il y ait moins d'erreurs Hmm. que de ne pas la transmettre. Clairement, clairement, tout à fait d'accord avec ça. Et comme je disais, sur les accompagnements personnalisés, oui, je Mhm. choisis les clients et je dis non. Non, je comprends, je comprends. Mais du coup, avec tout ça, tout ce background, ces expériences, euh, est-ce que enfin, j'imagine que toujours, mais est-ce que tu as des challenges que tu rencontres, des choses assez récurrentes, on va dire, dans tout ça, ou en tout cas,
quels sont les, je sais pas moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué enfin, durant tout ce parcours jusqu'aujourd'hui? Euh, Positivement ou négativement, s'il y a, enfin, oui. Comme je suis dans la puissance personnelle, Mm. beaucoup en ce moment, je vais dire que c'est exister mon challenge. Et Exister. quand, oui. Mhm. Et quand je dis exister, je veux dire être à l'extérieur. Qu'est-ce Mm. que j'entends par être à l'extérieur? C'est-à-dire que d'arrêter d'écouter ces petits doigts qui disent, oui, mais Tricia, pourquoi tu veux écrire un livre pour enfants? Oui, mais Tricia, pourquoi tu veux faire un album? Mm. Mais Tricia, mais c'est quoi cette nouvelle lubie de vouloir faire du théâtre? Mm. D'arrêter d'écouter ça et juste d'exister. De pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, de laisser la source étoilée s'exprimer et de me donner la permission d'être juste moi. Ouais. Et donc, quand je dis que c'est challengeant, c'est que voilà, il y a quelques mois, on m'offre un super poste au COMEX d'un truc. Voilà, on est très tenté, on se dit non, mais effectivement, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Euh, voilà, et là, je suis en lutte entre mon super rationnel, on va dire, tu vois, the good angel and the bad angel. Ouais. Mhm. De Ouais. Good Angel et de Bad Angel et qui sont en train de me dire, bon, voilà, on fait quoi? C'est quoi le choix, etc. Est-ce qu'on reste en UALI ou on se recase dans la société? Mm. Donc, il y a ça. Donc, exister. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que comme je suis un peu multipotentielle, comme j'ai expliqué, j'ai plein d'idées à la seconde heure. Si vous avez besoin d'aider, il faut m'appeler. Moi, j'ai plein d'idées tout le temps. J'ai plein d'idées. Donc, quand on a 1000 idées, c'est difficile de rester focus. De rester focus, c'est ce que je disais tout à l'heure, de rester focus sur Yoali, de rester focus sur cette mission qui est la mienne en ce moment. Donc, et comme il faut rester focus, à chaque fois, c'est un travail permanent de revenir Mm. à être focus et de réduire toutes ces choses, toutes ces envies pour rester focus. Ça, c'est mon plus gros challenge, je crois, de toute ma vie. Comme je disais, je voulais être pilote, Oh, dessinatrice, qu'est-ce que voilà. je te comprends? Mais Qu'est-ce que je te regarde mon comprends? profil. Ouais. Finance, diplomate, Mm. experte en intelligence économique, euh, neurosciences motivationnelles, coach en neurosciences motivationnelles. Vas-y. Les matières n'ont forcément pas toujours grand-chose à voir les unes avec les autres. Hein. Donc, et auteur, j'écris des livres, j'écris des chansons. Donc voilà, et donc c'est mon challenge à moi, personnel, même professionnel, c'est de rester focus. Mm. C'est facile quand je suis sur un dossier parce que pour le coup, comme je suis obsessionnelle, je vais rester bien sur le dossier. Mais sur tous les autres choses que j'ai envie, c'est vrai que mon challenge à moi, c'est de rester focus. Et puis pour les autres défis qui arrivent, moi, tu sais, j'aime bien un poète, je crois qu'il est espagnol, si ma mémoire est exacte, qui dit: Voyageur, il n'y a pas de chemin. Ouais. Le chemin se fait en marchant. Et puis c'est tout. Et Ouais. puis c'est tout. Marche seulement. Quand il y a des cailloux là, tu donnes un coup de pied, tu dégages. Ah, Parfois, j'adore. tu vas tomber. Tombe seulement, relève-toi et Ah, continue ton c'est chemin. ça. Ce qu'on a dit, quand tu tombes, tu te Donc, retrouves. c'est pour ça Non, que tu peux pas tomber plus bas, tu tombes et puis tu te relèves. Et puis, Exactement. Donc, vraiment, je trouve que c'est une très belle idée. C'est un de mes aînés qui me l'a dite et elle me l'est restée dans l'esprit, je crois qu'il y a 15 ans, qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, mais tu crois que tu as le choix? Tu crois que tu as plein d'opportunités, tu es toujours là, tu te dis, mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. mm, Si, oui, parce que moi, j'apprends très facilement. Donc, beaucoup de choses qui semblent difficiles peut-être pour les autres. Moi, je peux changer de trajectoire à 360 degrés, ça ne me pose aucun problème. mm. Et, euh, et donc, effectivement, oui, si on doit s'apesantir sur tous les challenges, les personnes, les profils, les rencontres désagréables, etc., on n'avance pas. Donc ça, Non, moi, je décide vraiment, c'est ça. Tous les autres défis, j'avance et puis c'est tout. Et je clairement, passe. voilà. Ouais. Non, je comprends et je me retrouve parmi dans ce que tu dis, certains points.
Vraiment, ce côté focus, il faut que je focus moi aussi, je me focalise, qu'on canalise, on va dire un petit peu tout ça. Clairement. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Franchement, je pense qu'on peut encore discuter pendant longtemps par rapport à Yorali. Mais écoute, tu as mentionné le point auteur, tu as mentionné ça dès le début. Tu voulais créer des bandes dessinées, tout ça. Et je sais que tu as créé donc les aventures de Makassi. C'est quoi Makassi? C'est quoi Makassi? Je veux dire, je sais que c'est un nom en lingala. Quelle est la Oui. signification? J'aime beaucoup demander la signification générale à travers les mots. Alors, Makassi veut dire, alors parce que c'est une traduction, on va dire, Mhm, littérale, en sachant que le français permet de traduire beaucoup de choses parce que il y a des mots qui sont très simples. mhm, Dans plein de langues d'ailleurs, même en anglais, on utilise un mot pour dire plein de trucs. Alors que lorsqu'on veut traduire ce mot en français, on peut lui donner 50 000 nuances de grès. oui. Et donc, Makassi, c'est fort et courageux. Pour Mhm. moi, c'est ce qui, on va dire, qui résume vraiment ce mot, c'est fort et courageux. Mais ça peut D'accord. vouloir dur, ça peut vouloir dire dur, ça peut vouloir dire Mhm. solide, ça peut vouloir dire tellement de choses en langue française. Mais dans D'accord. le contexte de l'histoire, les aventures de Makassi, c'est fort et courageux. D'accord. Et pourquoi avoir créé les aventures de Makassi? Bon, je veux dire, en plus de, à part le fait que tu voulais, c'est quelque chose qui t'intéressait dès le début, pour le coup. Euh, mais qu'est-ce qui a poussé à créer les aventures de Makassi quand tu l'as fait? Alors, nous sommes en 2020 et je me retrouve donc confinée. Avec les nouveaux rôles que cela implique. Parce qu'il faut comprendre que lorsque on est dans une famille, nous sommes que trois, nous travaillons tous, nous avons des missions à l'international, nous sommes souvent voilà, en déplacement, etc. Là, on se retrouve tous enfermés dans la Mhm, même. Et il y a des nouveaux rôles. Donc, il y a mon rôle de maman, il y a mon rôle de maîtresse d'école, il y a mon mhm. rôle d'animatrice. Ouais. Donc, deux nouveaux rôles qui ne sont pas ma profession. Et donc, à ce moment-là, moi, je me retrouve à devoir faire l'école à mon fils qui avait 5 ans. Et donc, je lui apprenais à lire. Et je me suis dit, quitte à ce qu'on soit enfermé, je lui apprends à lire et écrire. Mhm, Et lorsqu'on veut être dans l'apprentissage, moi, j'ai appris avec un système belge, belgo-congolais. C'est très strict, l'apprentissage. On n'est pas du tout dans des systèmes où l'enfant fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie et faire un L qui est un peu bizarre, déformé, tout ça. On fait bien le L. Mais ce que je voulais faire, c'est quand même rendre cet apprentissage fun et qui s'amuse aussi. Et donc, ce que j'ai fait de la manipulation. Je lui ai dit, écoute, lire, écrire, faire des mathématiques, c'est avoir des super pouvoirs. C'est des mhm. meilleurs pouvoirs plus que les pyjaminus. Et avec ce pouvoir-là, tu vas pouvoir dire à maman, ah, tu veux pas me raconter cette histoire? Ben, je vais la lire tout seul. Mhm. Et pour un enfant de 5 ans, c'était convaincant. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, au lieu d'apprendre à lire pour lire, à écrire pour un soi-disant super pouvoir, autant qu'on écrive un livre, qu'on ait un objectif. Donc, on va écrire pour écrire un livre. Et là, je lui ai donné le pouvoir. Et en lui donnant, c'est de la ULI intelligence, je lui ai donné le pouvoir. Je lui ai dit, ben, alors, dis-moi, Nils, sur quoi tu veux apprendre à lire et écrire et sur quelle histoire tu veux raconter. Et mon fils, depuis qu'il est tout petit, je lui raconte, j'invente des histoires, Mhm. personnages, parce que comme tu es au courant, nous n'avons pas beaucoup de littérature métisse, culturelle, Oui. afro. Il y en a de plus en plus maintenant, mais il y a eu vraiment un moment où il y avait un vide littéraire Mhm. sur tout ce qui va être héros issus de la mixité, des héros différents de Superman, Spider-Man, Batman, Oui. etc. Et j'aime beaucoup aussi toutes les histoires qui permettent non seulement la recherche culturelle, mais aussi qui ont des leçons de vie. Et donc, mon fils, qui a toujours été très, très peureux quand il était petit, était vraiment très, très Mhm. peureux. C'est-à-dire, lui, il voyait une mouche, il hurlait, le bon parisien.
Maintenant, il allait plusieurs fois en Afrique, ça lui est passé, mais au début, c'était très, très compliqué. Et donc, j'avais inventé cette histoire de Makassi, le petit garçon peureux. Hmm. Et donc, c'était une des histoires qu'il aimait bien. Il y en a une autre qu'il aimait bien, qui était Bongo Bongo, le chasseur de crocodiles, un truc comme ça. Et Mhm. donc, il y a comme ça plein d'histoires que je lui ai racontées quand c'était petit. Et lui, il a choisi Makassi. Il a dit, bah, écoute, je veux qu'on écrive Makassi. Donc, Hmm. voilà, c'est qu'on commence donc à apprendre l'alphabet, à écrire, à écrire, à écrire. Et une fois qu'on a fini d'écrire l'histoire, on était toujours confinés. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on va faire bon. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on va le dessiner. Allez, on a Hmm. commencé à le dessiner, à choisir à voir quelles images on allait faire, etc. Et, euh, et aussi, j'avais essayé de faire même des dessins avec une amie, mais finalement, comme on était confinés, on avait vraiment tout le loisir de le faire tous les deux ensemble. Donc, on a commencé à faire les dessins. Et une fois que on nous a libérés, donc on avait déjà et le texte et les dessins. Hmm. Mais cette petite libération n'a duré qu'un temps, on nous a réenfermés parce qu'on n'oublie que le confinement a duré mais sacrément longtemps. La mémoire est courte, mais moi je me rappelle qu'on est resté enfermés assez longtemps. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé d'en faire un projet, on va dire, familial, Mhm. mis en musique. On l'a rendu audio, on a raconté l'histoire, on a composé la musique, mon mari l'a produit. Et donc, ça a permis d'être vraiment cette activité qui nous réunissait, qui créait du lien, qui nous occupait pendant toute cette période où nous étions enfermés. C'était une sorte de projet familial parce que une fois qu'on avait fait les images et l'écrit, beaucoup de personnes me commençaient à dire, ah, mais tu veux pas me l'envoyer, tu veux pas me l'envoyer. Et donc, je me suis dit, bon, je vais Hmm. commencer à faire un truc joli alors. Et donc, après, j'ai tout numérisé, j'ai fait j'ai appris, j'ai appris un peu de graphisme pour le coup pendant le confinement. Et j'ai tout numérisé et on a fait la musique, on a tout mis sur Internet. On a vraiment fait un vrai livre. À Hmm. la fin, on a fait un vrai livre parce qu'on avait le temps de le faire. Je pense qu'on n'aurait pas été confinés, ce livre, ça n'aurait pas vu le jour de cette Ouais. manière-là. Comme quoi, ça a ses bons côtés. Oui, oui, absolument, absolument, Mais absolument. c'est vraiment une belle inspiration pour cette œuvre. Et pour le coup, ça t'a permis aussi de matérialiser quand même une des passions, un intérêt que tu avais depuis jeune quand même, pour le coup. Oui, oui, bah, Ouais. écoute, tu sais, c'est toi qui viens de me faire le lien là C'est maintenant. vrai? Non, Oui, le dessin, je, la bande je, dessinée. je c'est- ne, je ne l'avais pas, parce que c'est maintenant que je viens de penser que quand Ouais. j'étais plus jeune, j'avais plein d'idées, je voulais faire plein de choses, Bah, écoute, tu etc. vois. Donc finalement, tu vois, ces idées sont toujours là. Comme quoi, une chose de Non. faite, clairement. Bah, du coup, ça t'a permis de faire le lien. Tu n'avais pas fait attention, comme quoi. Ça t'a permis de réaliser une des passions que tu avais depuis ton enfance. Et franchement, c'est super intéressant. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup tout le processus et c'est définitivement une BD que je vais acheter déjà pour offrir à les petits cousins, les petites cousines, mais aussi lire moi-même parce que j'adore les bandes dessinées aussi. J'adore. Donc, je vais définitivement mettre ça dans ma liste. Et pour le coup, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre pour les personnes qui sont intéressées? Alors, Makassi, il est disponible sur Amazon. Mhm. Et il y a aussi le livre de la Yoali Intelligence qui est disponible sur Amazon. Il est disponible gratuitement sur YouTube. L'audio est disponible gratuitement sur YouTube et sur toutes les plateformes de lecture audio. Bah écoute, c'est Donc sur parfait. Je vais Netflix, regarder sur tous les liens. Deezer, sur iTunes. Voilà. D'accord. Je vais vérifier tous les liens avec toi et je vais les mettre dans la barre de description quand la vidéo va sortir. Comme ça, les gens auront accès directement. Absolument. D'accord. Alors, normalement, j'ai toujours un petit jeu avant de finir, mais comme là, on n'a pas trop le temps, je vais quand même poser une question que j'aime bien pour le coup. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui? En tout cas, que tu juste être le meilleur conseil pour toi, jusque-là. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Toute structure qui ne suit pas sa raison.
D'être s'autodétruire. Ok. Structure Ah, qui ne fit que sa raison d'être s'autodétruit. ok. Et c'est qui t'a donné ce conseil ou tu l'as lu quelque part? C'est mon coach. Ok, ok, ok. Ah, je connaissais pas ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je Ouais, note. J'en apprends plein des conseils là, du coup. effectivement. Et si je te demande quelle est ta vision à court, moyen, long terme pour tes activités, qu'est-ce que tu dirais? Je sais que tu as déjà mentionné que tu ne comptes pas t'étendre pour l'instant parce que voilà, tu as tes priorités, c'est ton choix et ça s'entend. Mais voilà, si tu aimerais dire autre chose par rapport à ça, je te laisse la parole. Alors, ma vision à court terme, moyen terme, long terme. Alors, à court terme, ce serait de faire prendre conscience au maximum de personnes qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre l'être au cœur de sa quête, donc Mhm, l'humain au cœur de la stratégie. À moyen terme, c'est de développer mon entreprise et mes activités agricoles en RDC, parce que j'ai des activités agricoles en RDC, et toutes les activités de développement durable, etc., et de RSE que je mets en place là-bas. Ensuite, à long terme, ce serait de mettre en place une grande école, mhm, une sorte de centre de recherche stratégique panafricain sur la mhm. métacognition africaine. Ouais. Parce que je trouve que l'Afrique est dans un engrenage de rattrapage post-colonial, de course vers le développement, vers la croissance, etc., qu'elle ne prend pas assez le temps de se penser et de se réfléchir profondément. Mhm, La preuve en est l'absence de centres de recherche stratégique dans la plupart des pays et même un centre de recherche, on va dire, stratégique panafricain, continental et qui a un focus, qui a des cellules dans chaque pays. Pour moi, ce serait beaucoup peut-être plus utile que certaines organisations internationales. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. J'espère que il faut faire en sorte d'avoir une sorte de pensée stratégique endogène africaine. Voilà. j'adore. Donc, avoir un grand centre de recherche sur la métacognition africaine. J'adore et j'ai hâte de voir tout ça. Et bien évidemment, voilà, s'il y a quelque chose que voilà que moi, qu'il y a quelque chose que je peux faire pour, on va dire, t'aider dans cette magnifique mission, vision, n'hésite surtout pas à le dire. Absolument. Bah écoute, Tricia, tu as mentionné où est-ce qu'on peut trouver un petit peu certaines des informations, des choses dans lesquelles tu entreprends. Voilà, je vais partager tous les liens là, comme j'ai dit. Je sais que tu fais aussi d'autres choses, mais voilà, là, c'est vraiment pour donner aussi un avant-goût. Et les personnes qui sont intéressées, bah, elles peuvent aussi creuser, elles peuvent aller te suivre et découvrir un petit peu plus ce que tu fais, découvrir tout ce que tu vas partager et voilà, te soutenir au mieux, d'apprendre, d'être motivé, ce que tu veux. Et encore merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est toujours un peu comment tu conclus. On va retenir que ça. Alors, si je dois donner un mot de la fin, lequel je vais donner? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, nos destins se tracent selon notre essence et pas selon nos préférences. Donc, je rappelle vraiment, dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes. Ouais. Trouver votre Yoali, c'est donnez-vous la permission d'être qui vous voulez être pour être dans votre pleine puissance, dans votre plein talent. Cela ne révèle pas seulement d'une puissance de sentiment, comme je disais à Alice au pays des Mhm. merveilles, des flower power ou d'une imagination. Cela ne révèle pas seulement du sentiment, mais d'une décision, d'une promesse que vous faites à vous-même, d'une vision, d'une stratégie et d'un plan d'action. Pourquoi, lorsque vous vous engagez pour les autres, vous ne vous engagez pas et vous ne tenez pas parole pour vous-même? Mhm. Donc, commencez par vous et tout ira bien. J'adore. Merci. Magnifique conclusion. Merci beaucoup, Tricia, et à très bientôt. Merci beaucoup, ma chère. Je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci également.
Alors on se retrouve donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré pour le coup, parce que pour moi ça a vraiment été le cas. J'ai vraiment adoré partager ce moment avec Tricia. Et écoutez, laissez-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose que vous connaissiez, si vous connaissiez Tricia tout simplement. Et vous aurez bien évidemment comme d'habitude toutes les informations, tous les liens pour pouvoir accéder aux différentes plateformes, tous les liens pour pouvoir la contacter en barre de description. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir, à aller jeter un coup d'œil et aller voilà tout simplement faire appel à ces services, notamment si vous en avez besoin, ou à partager cette vidéo. On ne sait jamais, cela pourrait être utile pour d'autres personnes. Et quant à moi, écoutez, après vous avoir demandé de liker la vidéo, donc laissez-nous savoir que la vidéo vous a plu en likant, de vous abonner pour ne rien rater à chaque fois qu'il y aura du nouveau en termes de contenu sur la chaîne. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et comme j'ai dit, n'hésitez surtout pas à partager pour pouvoir en inspirer d'autres, ou on ne sait jamais, cela pourrait être utile à d'autres personnes. Quant à moi, je vous dis de prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Donc en attendant, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes, sur les autres plateformes pour du contenu, on va dire, un peu plus régulier que sur cette chaîne. Voilà. Bye bye.